L'accès des personnes atteintes d'albinisme à l'éducation est complexe et cela l'est encore plus lorsqu'il s'agit de leur inclusion. Discrimination, harcèlement, indifférence représentent le lot des défis auxquels elles font face. Dans ce numéro, nous en discuterons avec les invités du jour, Rebecca Binga, bénévole en genre et inclusion au sein de l'ANAT, qui est à ma gauche, et Eric Sourou, président de l'ANAT. Quant à moi, je suis Méchak Niaro. Chers auditeurs de Radio Djina, bonjour et bienvenue dans Et nous, votre émission. Chers invités, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons des discriminations, nous parlons du harcèlement que subissent les enfants, les élèves atteints d'albinisme. D'abord, Eric, qu'est-ce que l'albinisme? D'accord, merci beaucoup, Méchak. Oui, peut-être avant d'aller, je ne suis pas président, je suis coordonnateur de programme. D'accord. Donc, du coup, Rebecca vient de me rappeler tout à l'heure, lorsqu'on rentrait, que tout le monde croit que c'est moi le président. Mais bon, il y a le conseil d'administration dont il y a un président, mais à l'exécution, je suis le coordonnateur des programmes à l'exécution. L'albinisme, pour donner une définition simple, comment on l'appelle, scientifique, c'est l'absence de mélanine dans la peau qui entraîne l'albinisme. Et c'est la définition la plus simple. Donc, l'albinisme est une anomalie génétique. Pour développer un peu, une anomalie génétique qui est récessive, qui se transmet des parents à l'enfant. C'est-à-dire, le papa doit porter les gènes de l'albinisme, la maman doit porter les gènes de l'albinisme, le papa et la maman, ce n'est pas où, de l'albinisme pour pouvoir transmettre cela à l'enfant. Donc, concrètement, qu'est-ce que les parents transmettent à l'enfant? Les parents transmettent à l'enfant atteint d'albinisme les gènes anormaux que les parents ont et qui en manquent de mélanine. Papa transmet ses gènes anormaux qui manquent de mélanine, maman transmet ses gènes anormaux qui manquent de mélanine. Et ces deux gènes, quand ça se rencontre, l'enfant qui sera né porte les gènes qui n'ont pas de mélanine et l'enfant est justement atteint d'albinisme. Voilà l'explication la plus simple et scientifique. La plus simple et scientifique. Rebecca, il semble qu'on distingue plusieurs types de formes d'albinisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y en a deux principalement. Il y a l'albinisme oculocutané. Ça veut dire que les yeux, la peau, les cheveux ne sont pas noirs. Et il y a également l'albinisme oculaire. Et dans ce cas, ça affecte seulement les yeux, sans incidence sur la peau et les cheveux. D'accord. Alors, lorsque vous donnez la définition de l'albinisme et que vous dites que c'est l'absence de mélanine, c'est-à-dire que les personnes des autres races, notamment les blancs, ne peuvent pas être atteints par l'albinisme? En général, l'albinisme se trouve sur tous les continents. J'ai été au Canada, j'ai vu les personnes atteintes d'albinisme là-bas, et en Europe, j'ai vu les personnes atteintes d'albinisme. En fait, l'albinisme se trouve sur tous les continents. Et quand je dis l'absence de mélanine, bon, ce que les gens ne comprennent pas est que scientifiquement, les personnes, comment on l'appelle là, les autres races dont vous dites, ils en disposent de la mélanine. Peut-être pas en grande quantité. Ah oui. Et c'est justement ça. Ils en disposent de la mélanine. La mélanine, ce n'est pas la mélanine comme Rebecca l'a défini tout à l'heure, l'a expliqué tout à l'heure. La mélanine rentre dans la transformation, ou bien dans la formation même de la rétine, de nos yeux. Donc nous, par exemple, nous en manquons de la mélanine dans les yeux. C'est pour ça que nous ne le voyons pas bien clairement d'ailleurs. Et nous en manquons de la mélanine dans la peau. C'est l'albinisme oculocutanée, par exemple. Donc du coup, pour ces races-là, ne souffrent pas des anomalies que nous souffrons à cause du manque de mélanine, mais eux ils ont des mélanines et d'ailleurs le soleil ne les dérange pas trop, ils vont se bronzer à la plage et tout sous le soleil, mais nous ne pouvons pas rester sous le soleil par exemple. Vous voyez, parce que nous n'avons pas de la mélanine pour nous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil par exemple. Mais eux ils ont une protection contre les rayons ultraviolets du soleil par exemple. Donc la visibilité de la mélanine chez eux n'est pas la même visibilité chez les personnes noires, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en disposent pas de la mélanine. Ils en disposent peut-être en petite quantité. Ils en disposent? Oui, mais justement, comme je l'ai dit, il y en a justement des personnes atteintes d'albinisme dans leur race aussi qui n'en disposent pas de mélanine totalement. Est-ce qu'on peut avoir l'albinisme sans avoir la peau blanche?
C'est l'albinisme oculaire, tout simplement. D'accord. C'est l'albinisme oculaire. Tu as ça dans les yeux et justement, tu as la peau noire, mais l'albinisme a atteint et se manifeste dans tes yeux. Donc, ça s'appelle l'albinisme oculaire. Oui, est-ce qu'on peut avoir l'albinisme pour avoir la peau noire? Oui. L'autre explication, c'est que tu peux porter les chaînes de l'albinisme sans manifester la maladie. Je fais souvent une comparaison avec la drépanocytose, par exemple. Oui. Il y a les gens qui sont AS, les gens qui sont SS. Par exemple, si je dois me comparer à un drépanocytaire, par exemple, avec l'albinisme, moi, je suis l'albinisme au complet, c'est-à-dire le SS de la personne drépanocytaire, par exemple. Mais il y a les AS, par exemple, qui, eux, portent la maladie et portent les gènes, le S malade, mais ne manifestent pas totalement la maladie, au fait. Mais qui, s'ils rencontrent, par exemple, une personne, une femme qui est aussi AS, peuvent transmettre leur SS à l'enfant. Et ils feront un enfant drépanocytaire de SS. C'est comme ça aussi l'albinisme. Quand tu as les gènes, tu ne manifestes pas la maladie, mais tu es noir, mais tu portes la laine malade en toi, tu rencontres une personne aussi noire qui porte les gènes, la laine malade en elle. Quand vous vous rencontrez, vous avez une chance. Comme justement pour les drépano aussi, ils ont une chance parce que AS, quand ils se rencontrent, ils ont jusqu'à 25, voire même 50% de chances de donner. Donc quand ils se rencontrent là, ils ont jusqu'à 50% de donner un enfant malade. Et c'est comme ça aussi pour les personnes atteintes d'albinisme. C'est justement ça. D'accord. Alors, Rebecca, en dehors de la déficience visuelle, en dehors de l'absence de mélanine, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui distinguent les personnes atteintes d'albinisme? Normalement, c'est juste ça. Hein. Le fait de ne pas... Premièrement, ce qui se fait voir, c'est la couleur de la peau. Oui. À part la couleur de la peau, il y a également la couleur des cheveux. Et ensuite, ce sont les yeux. Donc, c'est ce qui montre clairement que la personne est atteinte d'albinisme. Lorsqu'on nous prenons le cas de l'albinisme oculaire, étant donné que ce sont juste les yeux, les gens n'arrivent pas à vite remarquer que cette personne est atteinte d'albinisme. Donc, c'est plus généralement la couleur de la peau même qui démontre aux gens que cette personne est atteinte d'albinisme. D'accord. Eric, à ce jour, on dénote combien de personnes atteintes d'albinisme au Togo? Merci. Pour pouvoir donner des chiffres, hein, nous en avons recensé chez nous au-delà de 800 personnes qui sont dans la base de l'ONG ANAT comme membres de notre organisation, mais nous n'avons pas encore des statistiques officielles des personnes atteintes d'albinisme au Togo que je peux chiffrer ou bien que je peux donner. Mais par ailleurs, comme je viens de le dire, nos actions sur le terrain ont permis justement de pouvoir recenser jusqu'à 800 personnes qui font partie de notre organisation. Et pour ce faire aussi, très récemment, nous sommes dans un processus de la cartographie des personnes atteintes d'albinisme et ce processus va bientôt arriver à sa fin. Et ce processus, si je peux me permettre de donner un chiffre tout à l'heure, parce que ce n'est pas encore officiel, nous pouvons avoir jusqu'à 2000 personnes atteintes d'albinisme qu'on peut compter au Togo. Super. Rebecca, est-ce que à ce jour, vous avez une idée de la situation des enfants et des jeunes atteints d'albinisme dans le milieu scolaire? Bon, je ne peux pas donner de chiffres tout de suite, mais quand même dans le milieu scolaire, il y a des enfants atteints d'albinisme qui vont à l'école et des fois, nous remarquons aussi qu'il y a d'autres qui n'y vont pas parce que les parents ne sont pas informés sur ce que c'est que l'albinisme. Les parents même sont en train de discriminer les enfants parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'albinisme justement et ça les amène à ne pas mettre les enfants au monde et plutôt à l'école, excusez-moi. Et également, c'est grâce aux sensibilisations de l'ANAT que certains parents ont compris ce que c'est que l'albinisme et ont commencé par mettre leurs enfants à l'école. Eric, comparativement aux années antérieures, est-ce que le taux d'enfants albinos scolarisés a évolué? Merci. Et pour répondre directement, c'est oui. Ça a évolué et même d'ailleurs considérablement. Et
On en grâce à Dieu pour cela, comme Rebecca vient de le dire. Nos actions, on se réjouit quand même que nos actions sur le terrain portent fruit parce que l'ANAT est juste créée pour cela, pour faire la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. La promotion et la protection de leurs droits à la santé, ce que nous faisons d'ailleurs, la promotion et la protection de leurs droits à l'éducation. Et ce n'est pas n'importe quelle éducation, à une éducation inclusive. Il faut justement préciser cela parce que ce que les gens ignorent souvent, c'est que l'albinisme, une anomalie que nous voyons parce que vous avez la peau claire, on voit, mais ne se limite pas seulement là-bas. L'albinisme entraîne d'autres choses, d'autres anomalies, comme ne pas bien voir au soleil, par exemple. Moi, je n'arrive pas à bien voir, même pas seulement au soleil. Ne pas s'exposer au soleil. Moi, je ne peux pas rester plus d'une heure du temps au soleil sans me protéger, par exemple. Les enfants atteints d'albinisme ne peuvent pas s'amuser au soleil. Donc, ça entraîne tout. L'albinisme a des conséquences. C'est un peu cela que je veux dire. Donc, au niveau de l'éducation aussi, la méconnaissance de l'albinisme, comme vous ne connaissez pas ce que c'est l'albinisme et le handicap, justement, que ça entraîne, vous ne pouvez pas bien encadrer les enfants. Donc, nous avons mis sur nous de faire cette promotion d'une éducation plus inclusive pour les personnes atteintes d'albinisme à travers les plaidoyers que nous faisons, à travers les sensibilisations, même à travers les actions même directes. Si je prends l'aspect plaidoyer, par exemple, nous allons vers les autorités en charge de l'éducation pour demander, oui, mettez les enfants atteints d'albinisme dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce qu'un enfant atteint d'albinisme ne va pas bien, discriminé, stigmatisé à l'école. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne l'abandon scolaire. Nous y reviendrons plus en détail. D'accord. En attendant, Rebecca, quels sont les différents mythes et croyances qui nuisent à l'éducation des personnes atteintes d'albinisme? Ça, il y en a plusieurs. On a toute l'émission pour en parler. Donc, bon, je peux commencer par dire que beaucoup de personnes croient que les personnes atteintes d'albinisme sont maudites. Ah oui? Oui. Il y a au fait également le fait de croire que nous ne voyons pas, donc ça veut dire que nous ne pouvons rien faire. Il y a d'autres qui vous diront que nous sommes moins intelligents par rapport aux personnes qui ne sont pas atteintes d'albinisme. Et je pense que j'ai oublié un. Eric peut venir à la rescousse. Non, donc elle a cité même de façon globale, elle a déjà dit, c'est que les personnes atteintes d'albinisme sont considérées comme des extraordinaires, soit porte-bonheur ou porte-malheur. Dans certains contrées, quoi. Dans certains contrées, on les tue carrément, c'est-à-dire parce que ce sont les gens qui, quand elles sont nées, les personnes, quand elles sont nées, c'est une malédiction, justement, peut-être c'est le mot qu'elle cherche, c'est une malédiction pour la famille, c'est une malédiction pour le village, c'est une malédiction en tout cas pour l'entourage. La communauté, donc il faut les éliminer à tout prix. Est-ce qu'on a ce genre de situation ici au Togo? Oui, nous en avons à l'extrême nord du Togo, nous en avions, peut-être si je veux le dire, parce que ce n'est plus récurrent. Entre 2018 et 2019, nous avons entendu parler, nous avons enquêté sur le terrain. Oui, il y en a de ces cas-là. Et si je peux les citer, Dapaon et Mango, oui, il y en a de ces cas. Mais par contre aussi, l'autre mythe, c'est que c'est pour certaines communautés et pour certaines familles, c'est une bénédiction pour les enfants atteints d'albinisme. Donc, le fait de considérer un enfant atteint d'albinisme comme une bénédiction apporte une discrimination à l'endroit de cet enfant-là. On dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, tu fais ceci. Donc il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'idéologies, si je peux aller même plus loin, idéologies sur ce que c'est l'albinisme, par exemple. Donc oui, il y a beaucoup de courants et tout qui tournent autour de l'albinisme. Spécifiquement, quelles sont les croyances qui ne favorisent pas ou qui n'encouragent pas la scolarisation des enfants atteints d'albinisme? En fait, toutes les croyances. Toutes les croyances. Parce que, vous savez, quand vous prenez un enfant atteint d'albinisme, si je vais aller pas à pas, le fait que tu es stigmatisé, tu es discriminé dans la société. Je vous raconte une histoire. Lorsque moi j'avais mon BPC, je devais quitter ma localité pour aller en ville, plus ou moins à 8 km de chez moi, pour aller faire la seconde. Ouais. Tu vois? Donc, j'étais nouveau dans l'école et personne ne veut s'asseoir à côté de moi à la rentrée. Donc tout le monde me fuyait en fait.
Tu vois? C'était du jamais vu. Oui, en fait, les gens ne comprenaient pas cette différence-là. Donc, tout le monde, personne en fait ne voulait s'asseoir à côté de moi. Donc, du coup, cette discrimination que nous avons déjà, parce que les gens ont déjà des mythes, les gens ont déjà des idées arrêtées. Donc, quand tu sors pendant la récréation, tu es insulté. Quand tu tournes le dos, la personne qui est derrière te dit ne tourne pas le dos, je ne veux pas te regarder, personne ne veut t'approcher. Donc, tu es mis de côté. Je ne sais pas si tu peux subir cela pendant les 9 mois de l'école, par exemple, ou les 6 mois qu'on fait. Donc, tu es obligé à un moment de t'abandonner. Nous avons fait une enquête très récemment, en 2021, et que nous avons dit que la plupart des personnes atteintes d'AVI qui n'ont pas fréquenté ou bien qui ne sont pas allées loin, ont abandonné justement l'école à cause des discriminations, des stigmatisations. Et même des stigmatisations, des discriminations, des enseignants même qui sont dedans, en fait. Donc, vous voyez, donc du coup, c'est un peu ça. L'autre mythe, c'est que les parents, n'ayant pas connaissance de l'albinisme et du handicap que ça entraîne, se disent, ben, s'il faut faire le choix entre un enfant atteint d'albinisme et un enfant non atteint d'albinisme pour amener à l'école, parce que on te dit, elle l'a dit, hein, vous n'allez rien foutre à l'école, parce que on te dit, tu ne vois pas bien d'ailleurs, tu ne vas rien donner à l'école, donc tu restes à la maison. Et même, tu restes à la maison, pas seulement à la maison, tu vas au champ. Tout en ne sachant pas que aller au champ entraînera, par exemple, plus de risques sur la santé de l'enfant, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est une chaîne. Donc, tous ces mythes-là qui entraînent, qui sont autour de l'albinisme-là, tous ces mythes rentrent justement dans la, comment on l'appelle, dans les défis qu'un enfant atteint d'albinisme devrait affronter avant de pouvoir sortir de l'école. Rebecca, il a parlé tout de suite, il a raconté son histoire en parlant de la discrimination. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu la situation de discrimination que subissent et que vivent les enfants, les élèves atteints d'albinisme? Oui, effectivement, les croyances et les mythes dont il avait parlé alimentent cette discrimination-là. Et à l'école, les enfants atteints d'albinisme sont considérés comme des personnes faibles. Parce que, premièrement, ils ne voient pas très bien de loin. Donc, ce qui amène les élèves à se moquer d'eux. Et ce n'est pas seulement cela. Il avait souligné également le point des enseignants. Oui, il y a des enseignants qui le font. Et il y a une histoire que je raconte souvent qui me tient à cœur. C'est lorsque j'étais en classe de terminale. Oui. Il y avait notre professeur de physique. Et le jour-là, on avait fait une matière, on avait fait la mathématique. Le triangle de Pascal ou bien Pascalet, si je m'en souviens bien. Donc, d'habitude, lorsque les enseignants viennent comme ça, lorsque le professeur de maths vient, il écrit au tableau, je n'arrive pas à bien voir. Donc, c'est après son cours que je prends le cahier de celle qui est à côté de moi et que je recopie. Donc, les enseignants me laissent recopier le cours d'autres enseignants durant leur heure de cours. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, à l'heure de cours de l'enseignant de physique, je copiais la mathématique. Et puis, la ville m'a dit, que ça fait longtemps, il a oublié comment ça se fait. Et moi, je lui ai dit, monsieur, si vous voulez, je peux vous apprendre. Sa question a été, toi qui ne vois pas pour écrire dans ton cahier, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Wow. Voilà. Et puis, toute la classe a commencé par rire. J'étais gênée, frustrée. En vérité, j'ai commencé par pleurer. J'ai tellement pleuré. Durant tout le cours, j'ai carrément laissé le cahier, j'ai carrément laissé le cours que je recopiais. J'ai commencé par pleurer. Parce que, étant en tête d'albinisme, l'insulte que je n'aime pas, ou bien ce que je n'aime pas qu'on me dise, c'est que je ne vois pas bien ou bien je n'aime pas qu'on m'insulte par rapport à mes yeux, ni par rapport à ma peau, mais surtout par rapport à mes yeux parce que en vérité, je ne vois pas très bien de loin. Donc, j'ai tellement pleuré le jour-là et le surveillant s'est approché de moi à la fin du cours, m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit ça, mais rien n'a été fait. Donc, ça veut dire que les personnes atteintes d'albinisme, à part le fait d'être discriminées,
et par les autres élèves et par les enseignants. Des fois, lorsque cela est sanctionné, rien n'est fait. Lorsqu'on le signale, rien n'est fait. Oui, rien n'est fait. On banalise au fait cette discrimination-là, ne sachant pas que ça agit psychologiquement sur l'enfant. Émotionnellement aussi. Oui. Le jour-là, si je n'étais pas une personne déterminée, j'allais dire, après la terminale, je n'allais plus continuer. Parce que depuis le bas âge, depuis que j'ai commencé, je suis confrontée au problème de la vue. Je n'arrive pas à voir et à copier dans le cahier. Donc, c'est tout un problème. Et je gère également le rejet social ou bien le rejet de mes camarades ainsi que des enseignants. Il y a ça également. Et ça pèse tellement qu'à un moment donné, si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu vas préférer abandonner que de continuer. Tu vas craquer, c'est le cas de plein d'autres enfants qui finalement abandonnent. Justement. Elle a parlé de discrimination. Il a constaté aussi que certains enfants, élèves atteints d'albinisme sont victimes de harcèlement et d'autres types de violences. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, justement, quand je l'évoquais tout à l'heure, c'est monnaie courante, hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose que nous vivons chaque jour. Et moi, très récemment, je posais une question à une amie pour demander, comment as-tu vécu ton expérience? Elle m'a carrément, bizarrement dit que, elle autre n'a jamais vécu cette expérience de discrimination, de stigmatisation. J'ai dit, waouh, tu as fréquenté dans quelle école? D'accord? Oui, et oui, pour moi, c'est exceptionnellement qu'on pourrait trouver les gens atteints d'albinisme qui ont fréquenté, qui vont dire ou qui vont dire justement qu'ils n'ont pas subi cette façon du rejet, du rejet de leurs camarades, des enseignants. Et ça est là parce que nous en notons, mais aujourd'hui, peut-être on en reparlera, nous travaillons quand même sur le terrain pour pouvoir faire changer les mentalités. Aux enseignants même, parce que nous sommes là toujours sur le terrain pour former les enseignants sur l'encadrement des apprenants atteints d'albinisme. Parce que c'est très important pour nous. Il faut la connaissance. Parce que moi, je le dis souvent que les gens le font par ignorance. Vous voyez? Donc les gens le font par ignorance. Il faut que les gens sachent ce que c'est que l'anomalie, les handicaps que ça entraîne. Et que il ne faut pas insulter quelqu'un par rapport à son handicap. Parce que quand tu insultes quelqu'un par rapport, comme Rebecca l'a dit tout à l'heure, quand on l'insulte par rapport à ses yeux, parce que c'est un handicap pour elle, quand on l'insulte par rapport à ça, ça diminue la personne au fait. Et quand tu n'as pas une mentale aussi forte pour pouvoir supporter, tu craques et tu laisses tomber. Donc c'est un peu cela. Et c'est ce que la majorité des personnes atteintes d'albinisme qui abandonnent, c'est ce qui est entré. Est-ce qu'il y a d'autres types de violences que vous vivez? Oui, il y a plusieurs types de violences, hein, et que ce soit la violence, comment on l'appelle, psychologique, morale et tout. Il y en a aussi des sévices corporels, par exemple, tu vois. Donc, des violences physiques, on peut le dire. Et donc, du coup, moi, ce qui est plus chose qu'on va dire, c'est la violence émotionnelle, hein, c'est la violence psychologique que les personnes atteintes d'albinisme vivent au quotidien. Donc, et là, ça a un effet très énorme, justement, sur leur santé émotionnelle, et sur leur santé, pas seulement émotionnelle, mais sur leur santé mentale. Et là, nous sommes en train de réfléchir au niveau de notre organisation, d'intégrer dans nos actions cet aspect-là de prise en charge psychologique des personnes atteintes d'albinisme, parce que ce n'est pas aussi évident que vous pouvez supporter toute une société qui, justement, est contre vous, entre griffes, et que vous puissiez vous en sortir comme cela sans lasser, justement, des séquelles. Alors, quels sont les principaux? On a parlé de discrimination, on a parlé de harcèlement, des autres violences. Quels sont les principaux obstacles à l'éducation des élèves atteints d'albinisme? On les a déjà cités. C'est ça que tu viens de résumer. Okay. C'est justement ça, la discrimination, la stigmatisation. Et premièrement, même la méconnaissance de l'albinisme. Ça, il faudrait qu'on le dise. C'est-à-dire, c'est ce qui entraîne toute cette discrimination et cette stigmatisation. C'est d'ailleurs même la base, quoi. Si c'est que les gens connaissent ce que l'albinisme, il n'y en aura aucun souci. Les gens vont les accompagner. Donc, la méconnaissance de l'albinisme entraîne la stigmatisation, la discrimination et tout ce qui va avec. Mais aussi, comment le dire, si peu quand même, mais le manque de moyens des parents et le fait que de faire un choix. Le choix? Oui, il faut faire un choix. Parce que les parents, souvent, ce que nous rencontrons, c'est d'ailleurs même pourquoi on a mis dans nos actions
de pouvoir apporter les aides directes aux parents qui n'ont pas de moyens pour pouvoir amener leur enfant à l'albinisme. Au Togo, notre organisation recense ces enfants-là qui apportent un soutien direct, payer la scolarisation, payer les fournitures scolaires pour ces enfants-là, pour pouvoir les amener à l'école. Parce que les parents sont à un niveau donné, sont dans le choix. C'est-à-dire, toi, tu restes à la maison, je l'ai dit tantôt, tu restes à la maison, ton frère va aller à l'école, ta soeur va aller à l'école, parce que si toi, tu vas à l'école, tu vas rien foutre. Donc, c'est un peu ça. Mais l'autre grand défi, bon, pour le dire, ça dépend des personnes, ça ne dépend pas, c'est le handicap visuel. Ouais. C'est l'autre grand défi. Le handicap visuel, parce que le fait que tu ne vois pas bien et le fait que tu n'aies pas un accompagnement aussi particulier, c'est-à-dire aussi spécifique à ton handicap visuel, tu ne peux pas bien évoluer. Par exemple, quand je donne souvent les non-voyants, par exemple, on sait qu'eux sont des non-voyants. Donc, oui. Ils ont un encadrement. Ils ont le braille, ils ont une spécificité. Il y a même des écoles qui les encadrent. Qui sont spécialisées. Qu'on sait qu'eux sont justement des non-voyants spécialisés. Mais pour nous autres, c'est que cet handicap de malvoyance, comme on le dit, n'est pas connu. Et il n'y a aucun encadrement par rapport à cela. Tu vois? Donc, il faudrait justement connaître cet handicap-là pour mieux les accompagner. Et quand vous le connaissez plus, cet handicap-là, ces enfants ne seront pas bien accompagnés et seront obligés. Et là, jusqu'à un passé récent, en 2021, lorsque nous avons eu à faire cette enquête-là, plus de 75%, jusqu'à 70% de personnes atteintes d'albinisme ne sont pas allées loin à l'école. Et quand tu demandes la raison, parce que oui, je suis discriminé, je suis stigmatisé, je n'ai pas eu un accompagnement et tout ça. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où des enfants, parce qu'ils sont atteints d'albinisme, ont été chassés des écoles? Tu racontes cette histoire, pas directement. Pas directement, nous n'en avons pas eu directement comme ceci. Mais en 2021, lorsque on faisait cette enquête dont je parlais tout à l'heure, nous avons rencontré une maman de 2 enfants atteints d'albinisme, qui nous racontait son histoire. Elle était enseignante. Elle était enseignante dans une école privée, à Lomé ici, et que à un moment donné, elle amenait ses enfants à l'école. C'est-à-dire, pour garder les enfants, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants à l'école pour venir. Le premier était resté au CI, à la maternité de l'école et tout, bon, donc pour cela. À un moment donné, la direction l'a appelé pour dire non, elle ne peut plus amener ses enfants à l'école, parce que les autres enfants ont peur de ses enfants. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la libérer pour aller garder ses enfants à l'école. Donc, elle a été renvoyée comme cela. Ici à Lomé. Oui. Tu vois. Donc, oui, nous en avons cet exemple-là que moi je donne souvent pour dire, en ce temps, parce que moi j'étais vraiment très énervé lorsque j'ai appris cette histoire, elle dit non, comment à ce siècle-là, on peut faire cela, tu renvoies un enseignant, une enseignante de ton établissement en tant que directeur d'école pour dire, c'est une école privée, pour dire que justement parce que tes enfants dérangent les autres élèves, donc du coup il faudrait les renvoyer. Sinon, ces cas de renvoi, quand même, nous n'en avons pas. Moi, je n'ai pas eu à noter directement les enfants atteints d'albinisme. C'est masqué. Oui, ça pourrait être masqué. Ce que nous remarquons souvent, c'est que ça pourrait être masqué, mais on te pousse jusqu'à ce que toi-même tu abandonnes, quoi. Peut-être c'est aussi une méthodologie. Tu abandonnes, on ne va pas dire qu'on t'a renvoyé, mais tu abandonnes toi-même. Rebecca, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est bon pour moi. C'est bon. D'accord. Alors, dis-moi, de quelle manière les infrastructures scolaires devraient être aménagées pour qu'elles soient plus adaptées aux élèves albinos? Premièrement, je parlerai de la manière dont on construit les salles de classe. Parce que les enfants atteints d'albinisme, ou bien nous-mêmes en général, nous sommes dérangés par la lumière, une lumière forte. Et dans certaines salles de classe, vous verrez trop de nako-costra. Surtout les costras. Voilà, donc ce qui amène une forte lumière dans la salle. Et cela ne permet pas un bon apprentissage pour les élèves atteints d'albinisme. Il y a également le fait que souvent, dans les écoles publiques, plus précisément, il y a les élèves atteints d'albinisme qui sont mis en arrière. Or, le problème, c'est la malvoyance. Donc, ces personnes devraient être mises devant, même un peu trop proches du tableau,
pour pouvoir bien voir également et recopier. Et aussi, il faudrait que les enseignants aident ces enfants-là. Certains enseignants font les polycopes ou bien ils rédigent le cours avant de venir. S'il y a possibilité que ces enseignants puissent donner leur polycope ou bien demander même à la fin de photocopier à l'avance le cours pour pouvoir suivre avec les autres, ça serait très bien. Eric? Non, je n'ai rien à ajouter à ce qu'elle a dit. C'est justement l'adaptation justement de la salle. Et trop de lumière de la salle empêche l'enfant de bien voir. Aussi, et d'ajouter à ce qu'elle vient de dire aussi, c'est il faudrait permettre, et nous faisons ce plaidoyer dans certains établissements qui acceptent, que l'enfant, par exemple, s'il y a de lumière, de pouvoir porter sa casquette ou son chapeau en classe, par exemple, qui pourrait permettre à cet enfant-là au moins de cacher un peu les rayons du soleil qui rentre dans la salle et qui l'empêcherait de mieux voir, le placer devant cet enfant-là. En fait, ce sont les dispositions qu'il faudrait prendre. Permettre à cet enfant, par exemple, même si c'est devant, on peut être devant même, ne pas être aussi proche du tableau, ne pas bien voir, de se lever, d'aller regarder, d'aller lire, de venir s'asseoir. Parce que, bon, moi, je suis ici, ce qui est écrit là-bas, je ne veux pas lire. Donc, du coup, voilà, donc de permettre à l'enfant de s'approcher du tableau, de bien lire et de venir. En fait, nous n'avons pas, j'aime le dire souvent, nous n'avons pas besoin de quelque chose de si coûteux. Non. Qui demanderait beaucoup d'argent, il faut investir. Non, ce n'est pas officiel. Ce que vous disposez déjà, on fera avec, mais en les accompagnant. C'est tout ce que nous voulons. Et maintenant, en ce qui concerne les cours de PS, de sport, qu'est-ce qu'il faudra faire? Oui, notre plaidoyer dans ce sens, c'est que, par exemple, je suis en classe de 6e B, il y a 6e A, 6e C et tout. C'est que si à la rentrée, par exemple, c'est à la rentrée qu'on fait la programmation de ça. Oui. À la rentrée, par exemple, quand on veut faire la programmation de la salle de 6e B, par exemple, que l'heure du sport, par exemple, soit mise à la première heure. Nous pouvons faire le sport à la première heure. Nous pouvons faire le sport à la 7e heure. Le soleil de 9h à 16h, c'est le soleil qui est très dangereux pour notre peau. Le soleil de 7h, de 8h, on peut faire avec. Ce n'est pas le soleil même qui dérange, mais ce sont les rayons ultraviolets du soleil. Mais le soleil de 6 heures, de 7 heures, le rayon n'est pas aussi violent. Donc, on peut faire le sport dedans. Mais quand c'est à partir de 9 heures, de midi, très violent, très frappant, ces rayons ultraviolets, qu'on ne peut pas, on ne peut pas se permettre de rentrer dedans. Nous, on ne veut pas une dispensation ou bien se dispenser du sport. Non, à moins que tu aies quelque chose d'autre particulier. Mais si les heures sont bien encadrées, vous pouvez faire le sport tout naturellement. Et sinon, si ce n'est pas ça, si vous êtes obligé de faire le sport, forcément, si c'est à 9 heures, c'est de vous qu'on permette à cet enfant-là de se masquer. De se masquer, de porter des chapeaux, de se cagouler, de se protéger, de porter les manches longues, de porter les gants. En tout cas, de se couvrir totalement avant de pouvoir faire le sport. C'est tout ce que nous demandons. Rebecca, qu'en est-il des escaliers? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec? Non, il n'y a pas de problème avec. Mais, bon, dans mon cas, parce que j'avais dit avant que j'ai une vue assez réduite. Voilà. Donc, dans mon cas, je m'adapte très bien avec l'escalier, j'arrive à monter. Mais étant donné que toutes les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas le même degré de vue, si je dois le dire comme ça. Voilà. Parce que Eric, qui est là-bas, a la possibilité de conduire. Mais moi, aujourd'hui, même traverser la route, je dois dire le goudron, je n'y arrive pas. Les petites rues, oui. Mais le goudron, je n'y arrive pas. J'ai besoin d'une personne pour m'aider. Donc, pour l'escalier, j'arrive à monter. Mais il se peut qu'il y a une autre personne à tête d'albinisme qui a une vue plus réduite que la mienne et que ça pourrait également déranger. Donc, il faut tenir au cas par cas, tenir du cas des personnes pour aménager les choses. Oui, c'est ça. Oui. On a de long en large parlé de la situation des élèves
On va parler des apprenants qui sont dans les centres de formation. De manière brève, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vivent ces apprenants-là atteints d'albinisme, autant pour moi? D'accord, merci. Ces apprenants vivent les mêmes choses, hein, les mêmes choses que les autres, c'est-à-dire la discrimination, la stigmatisation, comment on l'appelle, le mot que je ne veux pas utiliser, c'est ils sont sous-cotés, souvent. Ces personnes-là, elles sont sous-cotées, c'est-à-dire on ne leur valorise pas à mesure de leurs compétences. Et c'est quelque chose qui affecte ces apprenants-là, où on se dit, ben, si tu es coiffeuse, par exemple, si tu veux faire un travail, on va dire non, que toi, tu ne vois pas bien, tu ne peux pas me faire ça. Ou un client qui vient à l'atelier, on te demande de faire le travail, le client dit non, que ben, lui ne veut pas qu'il me touche, ou bien elle, je ne veux pas qu'elle me touche, par exemple. Ouais. Donc oui, elles vivent cela, et c'est un grand défi pour ces personnes atteintes d'albinisme qui sont dans l'apprentissage, dans la formation, où même ton patron ou ta patronne ne te fait pas assez confiance, justement, et en présageant que tu ne vois pas bien pour te confier certains travail et tout. Et pour lui, on te griffe, ou pour elle, on te griffe, elle est en train de bien faire parce que pour elle, tu ne vas pas bien, donc tu ne peux pas le faire. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Pour nous, c'est de les accompagner. Pour nous, c'est de les orienter. Pour nous, c'est de les faire transcender, de les faire aller au-delà de leur handicap. Et pour moi, c'est notre lutte, par exemple, aujourd'hui. En dehors des infrastructures scolaires qu'il faut aménager, de la discrimination qu'il faut cesser, promouvoir l'inclusion, quelles sont les autres solutions qu'on peut apporter, aussi bien aux apprenants qu'aux élèves, pour réussir leur parcours d'apprentissage? Mais merci. Peut-être j'y vais directement, peut-être la question viendra, mais je donne la réponse ici parce que cette question a fait appel à cette réponse-là. Nous avons quand même évolué aujourd'hui et je rends grâce à Dieu pour cela. Je salue justement les autorités politiques et pour cela, et surtout au niveau de l'éducation. Je parlais de plaidoyer, de sensibilisation tout à l'heure, on devrait revenir sur le plaidoyer, et c'est là peut-être que je pourrais répondre directement. Nos actions de plaidoyer dans ce sens-là, d'une éducation plus inclusive, avaient porté ses fruits en 2020, où le ministère de l'enseignement primaire et secondaire avait sorti une note circulaire. Cette note circulaire qui est adressée justement aux autorités et, comment on l'appelle, aux directeurs, et, comment on l'appelle, aux directions régionales de l'éducation, plus précisément aux directeurs ou aux directrices régionales de l'éducation, aux inspecteurs et aux chefs d'établissement, encadre ou donne des orientations qu'il faudrait, comment on l'appelle, qu'il faudrait prendre pour pouvoir bien encadrer les personnes atteintes d'albinisme dans les établissements. Et ces orientations sont simples. Chaque note circulaire a été très simple même d'ailleurs et qui était directe. Par exemple, si un enfant atteint d'albinisme vient dans votre établissement, placez l'enfant atteint d'albinisme devant. Le ministre l'a dit dans sa note circulaire, l'enfant doit être devant. Et permettre à l'enfant, si vous copiez au tableau par exemple, ou écrivez gros au tableau, c'est dit aux enseignants, si vous avez imprimé les choses, que le minimum de caractères que vous allez imprimer, que ce soit 14, c'est dit aux enseignants. Quand il y a des discriminations, il y a des stigmatisations, il faut punir les personnes qui en sont des auteurs. Et même la note circulaire a recommandé que cette sanction soit inscrite dans les, comment on l'appelle, règlement intérieur des établissements. La note circulaire a demandé à ce qu'on inscrive ces sanctions-là dans les règlements intérieurs des établissements. Donc pour nous aujourd'hui, il y a eu des avancées. Il y a eu énormément d'avancées. Et pour nous, on se base sur cette note circulaire-là pour aller vers les enseignants, pour leur dire, le ministre a dit ceci, votre ministère de tutelle a dit ceci, votre ministère de tutelle a dit cela. Donc nous, on vient justement pour vous aider à ce que vous fassiez bien votre travail, qui est de vous faire mieux connaître ce que c'est que l'albinisme. Nous formons, nous les encadrons, nous faisons des formations. On a circulé de Lomé jusqu'à Dapaon pour former les enseignants sur comment encadrer les enfants atteints d'albinisme et en leur expliquant comment cette note circulaire-là, ce que ça veut dire clairement et comment on pourrait les mettre en application. Et c'est ce que nous faisons et nous saluons même d'ailleurs pour ça. Super. Rebecca, dites-nous de quelle manière les parents devraient accompagner leurs enfants qui sont atteints d'albinisme. Les parents devraient encourager leurs enfants parce que ce n'est pas du tout facile de faire face à ces discriminations qu'ils subissent à l'école.
Donc, les parents doivent les encourager, doivent les motiver pour aller plus loin et pour ne pas abandonner. Également, les parents doivent sensibiliser, s'impliquer dans la sensibilisation de l'albinisme, surtout vis-à-vis des enseignants, pour que les enseignants savent comment encadrer leur enfant une fois que l'enfant sera dans leur classe. Et si possible, également tenir des réunions et également parler de leur expérience entre eux-mêmes, eux parents, pour pouvoir se motiver aussi et savoir si telle chose a marché pour tel parent, peut-être que si moi aussi je le fais, ça marchera pour moi. Eric, un dernier mot. Peut-être mon dernier mot, c'est de vous saluer justement pour l'opportunité que vous nous donniez à mieux sensibiliser, à mieux éduquer, parce que j'aime plutôt le mot éduquer, parce que je suis un éducateur aux droits humains, à mieux éduquer la population, notre communauté sur ce que c'est que l'albinisme et les défis que rencontrent les personnes atteintes d'albinisme et comment on pourrait les accompagner. Merci à vous pour cela. Et pour moi, peut-être faire un appel. L'appel serait il faut qu'on s'ouvre un peu plus sur le monde, parce que le monde n'est pas fait que de nous. Il y en a des autres autour de nous. Et pour s'ouvrir, il faut l'acceptation, il faut la différence, il faut comprendre la différence, il faut savoir que, la différence ne nous nuit pas, mais nous enrichit plutôt. Merci. La différence ne nous nuit pas, nous enrichit plutôt. C'est sur ces mots que nous mettons fin à cette émission. Eric Tonto Sourou, Rebecca Binga étaient les invités du jour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, le mardi prochain, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. C'était Meshach Nyaro au micro.